Le dossier d'aujourd'hui repose sur un assemblage de sources assez particulier, en fait. Ouais, on a un mix vraiment intéressant. C'est ça. On a un extrait biographique super détaillé qu'on a croisé avec des études sur la sociologie des reconversions professionnelles et aussi quelques notes sur l'histoire des diasporas. Ce qui nous donne un panorama très riche. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas simplement de raconter une petite anecdote de vie. L'objectif, c'est vraiment de décrypter la mécanique invisible de la transmission familiale. Comment les choses se passent en coulisses, en somme. Voilà. On va observer comment les passions se transmettent de manière presque souterraine et comment les sacrifices d'une génération peuvent dicter, des décennies plus tard, les choix de vie les plus radicaux de la génération suivante. C'est un sujet tellement puissant. C'est clair. Et pour illustrer ça, on reprend le fil d'un cas qu'on avait brièvement évoqué lors d'une précédente exploration. Tu te souviens, ce brillant médecin Oui, le neurologue, c'est ça. Ouais, un neurologue formé et qui évoluait au sein de la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. D'accord. Et là, il faut bien imposer le cadre de ce que représente la PHP dans le paysage médical français, quoi. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Bah non. On parle pas simplement d'un petit emploi stable. Le parcours pour devenir neurologue dans cette institution, ça relève vraiment du marathon de haut niveau. C'est des années et des années de sacrifices. Mais carrément. Ce sont plus d'une dizaine d'années d'études acharnées. Il y a le concours de l'internat, le clinica, et puis une compétition constante pour publier, pour obtenir des postes. D'une pression de dingue, en fait. Absolument. C'est un environnement d'une exigence intellectuelle et technique phénoménale. Arriver à ce stade, c'est atteindre une forme de sommet social et professionnel très codifié. Ce qui rend la suite de l'histoire d'autant plus déroutante, tu vois. Bon, décortiquons tout ça. Vas-y. Les sources qui nous sont parvenues, elles révèlent une cassure, mais genre ultra nette. Ce neurologue qui est au sommet de cette pyramide hyper compétitive, il décide de tout arrêter. Il plaque tout. Voilà. Il remet sa blouse, il quitte les couloirs de l'hôpital parisien et il s'envole pour le Vietnam. Un changement de décor total. Et le truc, c'est que le motif de ce départ, c'est pas de rejoindre une autre équipe de recherche ou, je sais pas, une clinique privée super lucrative. Non, c'est beaucoup plus inattendu que ça. Il part pour ouvrir un restaurant. Il abandonne littéralement l'étude du cerveau humain pour se consacrer entièrement à la gastronomie. C'est fou. C'est un pivot qui défie vraiment la logique traditionnelle du développement de carrière. Bah oui, on s'attend pas du tout à ça. Généralement, tu vois, les réorientations professionnelles de cette ampleur, surtout quand on quitte un statut aussi prestigieux, ça s'explique par un épuisement professionnel. Le fameux burn-out. Voilà, le burn-out. L'environnement hospitalier est rude et la fuite des cerveaux vers d'autres secteurs, elle est bien documentée aujourd'hui. C'est sûr. Mais la lecture attentive de nos documents montre qu'ici, il ne s'agit pas d'une fuite, il s'agit d'un appel. D'un appel. Ouais, c'est pas l'hôpital qui le repousse en fait, c'est la cuisine qui l'attire avec une force irrésistible. Et c'est là qu'il faut s'arrêter sur le contraste intellectuel entre ces deux mondes, je trouve. D'un côté, on a la neurologie. La science pure. C'est ça. C'est la science de l'influx nerveux, de la cartographie cérébrale. Enfin, c'est une discipline qui exige de rationaliser l'humain à travers des IRM et des diagnostics d'une précision millimétrique. C'est hyper froid, hyper clinique. Exactement. Et de l'autre côté, t'as la gastronomie. Un domaine éminemment sensoriel, empirique, qui touche à l'émotionnel, au partage. Et surtout au chaos organisé d'une cuisine, quoi. Le feu, le bruit... Ouais, voilà. Je veux dire, comment un esprit formaté pour la rigueur scientifique la plus stricte peut-il trouver son épanouissement dans les flammes et le stress d'une cuisine professionnelle ? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'opposition entre ces deux mondes, en réalité, c'est une illusion d'optique. Ah bon ? Comment ça ? Hiérarchie et une rigueur qui rappellent très fortement le milieu hospitalier. Ah, je vois. Le chef, les sous-chefs. C'est ça. L'attention aux détails qui est nécessaire pour réussir une intervention neurologique complexe, en fait, elle mobilise les mêmes fonctions cognitives que celles requises pour orchestrer un service de haute gastronomie. C'est dingue quand on y pense. Ouais. La mise en place d'un chef, tu sais, cette préparation hyper minutieuse des ingrédients avant le service. Tous les petits bols bien alignés. Exactement. Philosophiquement, c'est très proche de la préparation d'un bloc opératoire. La transition, du coup, c'est pas un abandon de la rigueur, c'est juste son déplacement vers un nouveau médium. J'avais vraiment pas envisagé cette symétrie cognitive. Au lieu de réparer la mécanique de l'esprit, il utilise cette même exigence de précision pour nourrir l'âme. C'est une belle façon de le dire. Mais la question centrale demeure, quoi. D'où vient cette impulsion ? Parce que ça sort pas de nulle part. Non, évidemment. Et nos sources sont unanimes là-dessus. Elles pointent toutes vers une seule et même origine. Tout ramène à la mère de ce médecin.
le personnage clé de cette histoire. Absolument. Le texte qu'on étudie brosse le portrait de cette femme, arrivée en France pendant sa jeunesse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ouais, la description de l'auteur est assez frappante. L'auteur utilise une formulation très spécifique. Elle est décrite comme une, je cite, « petite femme vietnamienne, mais possédant une très grande vision ». Et cette dichotomie dans la description, c'est pas une simple figure de style. Elle résume parfaitement la condition de nombreuses personnes issues de l'immigration. C'est-à-dire? L'apparence physique ou le statut social perçu ici, souligné par l'adjectif « petite », masque souvent une ambition et une acuité stratégique qui sont juste colossales. Elle est sous-estimée par la société, en gros. Totalement. Cette femme, elle arrive dans un pays dont elle doit maîtriser les codes complexes, avec la barrière de la langue, tout ça, et elle apporte avec elle un héritage culturel super profond. Et le vecteur qu'elle choisit pour exprimer cette grande vision, c'est pas le discours académique ou le militantisme. Non, c'est la maîtrise absolue de son espace domestique, et plus particulièrement de la cuisine. C'est fou. Ouais, ça me fait penser, on pourrait la comparer à une ingénieure qui n'aurait pas eu accès au laboratoire officiel. Ouais, j'aime bien l'image. Et du coup, qui aurait transformé sa propre cuisine en centre de recherche et développement. Les documents qu'on a, ils précisent que ces plats se contentaient pas de juste nourrir la famille. Non, c'était de l'art apparemment. C'est ça, ils suscitaient l'admiration, des louanges constantes de la part des amis, de l'entourage. Je me demande, comment on passe de la préparation d'un excellent bouillon ou d'un plat traditionnel super bien exécuté à la transmission d'une grande vision? Comment on enseigne à travers un plat, tu veux dire? Ouais, voilà. Comment la nourriture devient-elle une pédagogie? Eh bien, la pédagogie par l'exemple, c'est souvent la plus puissante. Dans la cuisine vietnamienne traditionnelle, il y a une recherche constante d'équilibre entre des éléments contraires. Le yin et le yang culinaire, quoi. Exactement. Le chaud, le froid, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le pimenté. Atteindre cet équilibre, ça demande une patience de dingue, de la méthode et surtout une capacité à ajuster constamment son action. En goûtant, en rectifiant. Voilà, en fonction du résultat souhaité. Et en observant leur mère cuisiner avec ce niveau d'excellence tous les jours, ces enfants n'ont pas seulement appris le goût des bonnes choses. Ils ont vu la rigueur en action. C'est ça. Ils ont intériorisé une véritable éthique de travail. Elle leur a démontré, sans faire de grands discours ou de leçons de morale, que la perfection s'atteint par la répétition, la rigueur et le refus total de la médiocrité. Et c'est exactement le socle mental nécessaire pour survivre à la première année de médecine. Mais complètement. C'est une forme de transfert de compétences silencieux, en fait. L'excellence culinaire maternelle est devenue la fondation de l'excellence académique de l'enfant. C'est exactement ça. Mais cette architecture familiale, elle repose sur un pilier qui soulève pas mal de questions aujourd'hui. Le fameux sacrifice. Ouais. Nos sources indiquent clairement que cette mère a fait un choix radical. Elle a sacrifié sa propre carrière pour devenir femme au foyer. Un choix qui peut paraître dur à comprendre aujourd'hui. Grave. Elle s'est consacrée exclusivement à la réussite de son mari et à l'éducation de ses enfants. Bon, le résultat est indéniable, puisque la fratrie compte 2 médecins à succès. Le pari est gagné, de ce point de vue-là. Mais comment aborder cette notion de sacrifice aujourd'hui? Je veux dire, ne risque-t-on pas d'y voir une forme d'effacement de soi, une perte tragique de potentiel individuel? Alors ça, c'est une grille de lecture très contemporaine, très centrée sur l'individualisme occidental, tu vois. Ouais, on a tendance à tout juger par ce prisme. Exactement. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, notamment à travers la sociologie des diasporas, le prisme change du tout au tout. Ah ouais? Comment les sociologues voient ça? Dans ce contexte d'immigration, le renoncement à une carrière personnelle, de second plan parce que souvent c'est bloqué par la barrière de langue ou la non-reconnaissance des diplômes du pays d'origine. Ouais, t'es médecin là-bas, mais ici tu dois faire des ménages. Voilà, donc ce renoncement, c'est pas un effacement, c'est une stratégie de capitalisation. Une stratégie. Ouais, cette femme, elle a agi comme une véritable gestionnaire de fonds d'investissement. Son capital, c'était pas l'argent, c'était son temps, son intelligence organisationnelle et son énergie. Et elle a investi tout ça? Elle a choisi d'investir massivement ce capital dans 2 start-up, entre guillemets, ses enfants. Ah, j'aime beaucoup cette analogie de l'investissement, c'est super parlant. N'est-ce pas? Ça signifie que l'obtention de ces diplômes de médecine, c'est pas seulement le triomphe individuel de 2 étudiants brillants. Pas du tout. C'est le retour sur investissement d'une entreprise familiale hautement coordonnée. Le succès des enfants, c'est littéralement l'accomplissement professionnel différé de la mère. C'est le mot juste.
Différé. On réalise alors que l'ascension sociale des enfants d'immigrés repose souvent sur ces infrastructures invisibles, quoi. Des infrastructures domestiques. Ouais, la société voit le chirurgien ou le neurologue qui réussit, avec sa blouse blanche, mais elle occulte totalement l'ingénierie domestique de la génération précédente qui a rendu cette trajectoire possible. Absolument. Et le diplôme de médecine, dans ce cadre, il agit comme un bouclier. Un bouclier contre quoi? Contre la précarité, c'est un véritable titre de propriété sociale. Pour la première génération, la priorité absolue, c'est la sécurité et le statut. C'est clair qu'être médecin en France, ça pose le respect. La médecine offre les deux de manière incontestable. Donc la mission de la mère, c'était d'amener ses enfants à ce point de sécurité maximale, loin des incertitudes qu'elle a elle-même pu connaître en quittant le Vietnam. C'est le contrat tacite de cette dynamique intergénérationnelle. Voilà, c'est un pacte non dit. Et c'est justement là que la structure narrative de nos sources prend un virage complètement spectaculaire. Ah, le moment de la rupture. Ouais, ce contrat tacite, cette quête de la sécurité absolue à travers la médecine, le fils décide de la rompre. Du moins en apparence. Ou du moins, c'est ce qu'il semble faire en surface, ouais. Après avoir coché absolument toutes les cases de la réussite définie par l'exigence familiale, après avoir décroché ce fameux poste prestigieux à la HPHP, Il dit stop. il retourne au Vietnam pour y ouvrir un restaurant. Mais genre, gérer un restaurant, c'est accepter une instabilité chronique. C'est le jour et la nuit avec la fonction publique hospitalière. C'est se soumettre à la critique quotidienne des clients, aux aléas économiques, enfin c'est l'exact opposé de la sécurité institutionnelle de l'hôpital public. Complètement. On pourrait se demander, du coup, s'il ne s'agit pas, au fond, d'une sorte de rébellion contre ce parcours tracé au millimètre par ses parents. C'est vrai, il est super légitime de se poser la question de la rupture. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Bah oui, t'imagines la réaction classique d'une mère qui a tout sacrifié. Tu gâches ton diplôme. Exactement. Mais les détails fournis dans le récit contredisent totalement l'hypothèse de la rébellion. Pourquoi ? L'élément le plus révélateur, c'est l'attitude de la mère face à cette décision. Si ce choix était perçu comme un affront, ou, comme tu dis, un gâchis de ses propres sacrifices, on observerait une énorme fracture familiale. Des disputes, des portes qui claquent. Voilà. Or, le texte mentionne explicitement que la mère, cette même femme qui a bâti sa vie entière en France pour que ses enfants y réussissent, elle va bientôt retourner au Vietnam. Pour faire quoi ? Pour soutenir son fils et l'aider dans cette aventure culinaire. Elle ne s'oppose pas au projet, elle s'y associe pleinement. C'est incroyable. C'est un mouvement géographique et symbolique d'une richesse, mais incroyable. C'est très poétique, je trouve. Essayons de visualiser la trajectoire, 2 secondes. Une jeune femme quitte le Vietnam. Elle arrive en France. Elle s'enferme dans un travail d'orfèvre pour propulser ses enfants au sommet de l'élite scientifique d'un pays étranger. La première étape. Puis, des décennies plus tard, la sécurité ayant été conquise, l'enfant redescend de ce sommet académique pour retrouver la passion initiale, matérielle, artisanale de sa mère. La boucle commence à se fermer. Et ils font le chemin inverse, ensemble, pour retourner sur leur terre d'origine. C'est une boucle parfaite. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pourquoi la mère valide-t-elle ce saut dans l'inconnu après avoir tant œuvré pour la stabilité ? C'est ça qui me fascine. Eh bien, cela soulève une question importante sur les différentes étapes de l'intégration et de la réussite. Dis-moi en plus. On évoquait tout à l'heure la sécurité. Une fois que cette sécurité est acquise, validée par le fameux titre de médecin, la deuxième génération acquiert un luxe que la première n'avait pas du tout. Lequel ? Celui de la réalisation de soi. La mère, en fait, elle a transmis 2 choses. D'abord, l'outil académique pour survivre et s'imposer. La médecine ? Et ensuite, la passion brute de la gastronomie. Ah ouais. En voyant son fils utiliser l'indépendance intellectuelle et financière qu'elle l'a aidé à forger pour poursuivre la passion qu'elle lui a inculquée, elle voit l'aboutissement ultime de son projet. C'est la consécration de ses efforts. Voilà. Il n'a plus besoin du bouclier de la médecine. Il est assez fort, socialement et mentalement, pour embrasser l'incertitude de la création. C'est une perspective remarquable. Le sacrifice n'a pas produit des automates programmés pour exécuter des diagnostics médicaux à perpétuité. Non, ça n'a pas étouffé sa personnalité. Il a produit une liberté totale. Une liberté si solide, en fait, qu'elle permet même de renoncer au prestige social sans avoir l'impression d'échouer. C'est le vrai luxe. Et l'implication pratique de la mère dans ce nouveau restaurant au Vietnam, ça montre une évolution fascinante de leur dynamique, non ? Ah oui, les rôles changent. Elle passe du rôle de protectrice de l'ombre à celui de partenaire dans un espace public. C'est une belle métamorphose.
L'art culinaire, qui était circonscrit à la petite table familiale française, il s'apprête à être exposé au grand jour, institutionnalisé sous la forme d'un restaurant. Exactement. Il y a une transition d'un talent privé, domestique, à une reconnaissance publique et entrepreneuriale. Elle sort de l'ombre, en fait. En allant l'épauler, elle valide non seulement le choix de son fils, mais elle s'approprie aussi une part de la lumière qu'elle mérite. Le succès de ce restaurant, ça sera la démonstration formelle de l'excellence de son propre enseignement. C'est génial. C'est la consécration publique de cette fameuse grande vision qui, pendant des décennies, n'a existé qu'à huis clos. Oui, c'est super beau. En synthétisant un peu les données de cette exploration, la trajectoire observée est d'une cohérence redoutable malgré les apparences de rupture. Tout s'embrique parfaitement au final. On a ce neurologue qui quitte les plus hautes sphères médicales parisiennes, non pas par échec, mais par un trop-plein de vocation pour une autre forme de précision et de soin. C'est ça. Derrière lui, on a mis en lumière le rôle stratégique de sa mère, qui a utilisé la gastronomie quotidienne comme un outil de transmission d'excellence et d'ambition. La fameuse ingénierie domestique. Et son sacrifice personnel se révèle être un investissement calculé qui a d'abord généré une réussite académique éclatante pour finalement permettre l'éclosion d'une liberté entrepreneuriale. Un investissement plus que rentable. Et enfin, ce retour conjoint au Vietnam pour sceller ce projet de restaurant, ça boucle une épopée migratoire et familiale. Comme le mentionnait l'auteur de l'extrait, on comprend aisément l'envie de souhaiter beaucoup de succès à ce duo dans ce nouveau chapitre de leur existence. Oui, ce cas clinique, si on peut utiliser ce terme vu qu'on parle de médecine, il démontre brillamment que la transmission d'un héritage, ça se limite jamais aux injonctions verbales ou aux choix de filière universitaire. C'est bien plus profond. Ça réside dans la constance des gestes du quotidien, dans le niveau d'exigence que l'on applique aux tâches les plus ordinaires. L'héritage de cette mère, au fond, c'était pas la médecine, c'était l'obsession de l'excellence, quel que soit le domaine d'application. Ce qui nous amène à une réflexion finale qui mérite d'être étudiée bien au-delà de cette histoire familiale. Je t'écoute. Face à des carrières toutes tracées, on a souvent tendance à idolâtrer ceux qui brisent les codes. Les rebelles, ouais. Ceux qui semblent tout rejeter pour suivre une passion irrationnelle. Mais cette analyse suggère une mécanique inverse. C'est-à-dire ? Lorsqu'on a l'impression d'accomplir notre acte de rébellion le plus profond en quittant une voie prestigieuse forgée par notre famille, ne sommes-nous pas en réalité en train d'exécuter la volonté la plus intime, la plus secrète et la plus silencieuse de nos parents ? C'est une excellente question. Il est fort possible que notre quête de liberté personnelle soit simplement le stade final de leur propre plan. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. On espère que cette exploration des rouages complexes de l'ambition et de l'héritage familial aura apporté de nouvelles perspectives. À très bientôt pour continuer à décrypter les dynamiques de notre monde.